Tout était prévu pour l'assassinat du révérend King. On lui a supprimé toute protection, on lui a interdit l'accès à la Maison-Blanche, on a interdit à la presse de publier des articles élogieux sur lui, et on les a remplacés par des rapports diffamatoires du FBI. Tout cela a favorisé un contexte dans lequel l'assassinat du révérend King était pratiquement inévitable. Quelques instants avant l'assassinat, je me trouvais seul sur le balcon avec le révérend King. J'ai fait 4 ou 5 pas en arrière et c'est là que le coup est parti. J'ai regardé par-dessus le balcon. Les gens s'étaient recroquevillés. Personne ne savait si le tueur allait continuer à tirer. J'ai regardé en arrière et j'ai vu que Martin avait été projeté par terre. Je me suis précipité à ses côtés et j'ai vu un trou béant du côté droit de son visage. Il avait également reçu une balle dans le torse, mais je ne pouvais pas le voir parce qu'il s'agissait d'une balle à tête creuse qui ne traverse pas le corps mais qui laboure la chair à l'intérieur. Il y avait du sang partout. Until it hit his face. It sounded like a stick of dynamite or a large firecracker. And when we turned, all we could see was police coming. Police were coming from the direction of the shot. And then we looked in this direction and we saw policemen coming this way, asking us what happened, you know. Just that quick? Just that quick, yeah. In a matter of seconds. À ce moment-là, la police est arrivée de la caserne des pompiers. Je leur ai crié « Appelez une ambulance !» Quelqu'un a tiré sur le révérend King. Juste après le coup de feu mortel, un jeune noir se penche sur Martin Luther King. Son identité n'a jamais été clairement établie. Lloyd Jowers, plus tard, mentionnera son nom, Marel McCullough, un agent secret qui avait assisté à la préparation du meurtre dans le restaurant de Jowers. À ce jour, McCullough n'a jamais été interrogé. De même, des témoins ayant constaté immédiatement après le meurtre que le tireur se trouvait dans les buissons sont ignorés par la police. Prenons par exemple les déclarations d'Olivia Kettling. Elle habite à côté du motel Lorraine et elle a entendu un pompier parler à un policier juste après le coup de feu. He told the police, he said that shot came from those clump of bushes. Could you hear him distinctly say that? Yes, I was standing there on the corner and I got good hearing. And you heard him say to the police in the area, that shot came from that clump of bushes. From that clump of bushes. And he pointed to him. À quelques pas seulement des buissons où se serait caché le tireur, se trouvait à l'époque l'entrée de service du restaurant de Lloyd Jowers. Jowers a déclaré avoir récupéré l'arme du crime des mains du tireur, un policier, et l'avoir cachée dans son restaurant. Lors du procès, Jowers n'a pu être cité à la barre des témoins en raison de son état de santé. Sa déclaration a été présentée au tribunal sur bande magnétique et son ami James Milner en a confirmé le contenu. He said at 6 o'clock he went to the back door, you know, and was just standing there, and all of a sudden he heard a big bang. And he said when he opened the door right away when he heard it, you know, 'cause he was. And he said just as soon as he opened the door, one of the officers handed him a rifle, and it was still smoking from the barrel. Voici une vue de la façade avant du bâtiment où se trouvait l'entrée du restaurant de Lloyd Jowers en 1968. Le soir de l'assassinat du révérend King, il y avait 15 à 25 personnes dans le restaurant de M. Jowers. L'agent de police qui est entré après l'assassinat n'a jamais demandé à qui que ce soit « Qu'avez-vous entendu ?» ou « Qu'avez-vous vu ?»
Il a simplement pris leur nom et leur numéro de téléphone, puis il les a laissés partir. L'implication de la police de Memphis dans l'attentat contre Martin Luther King a été confirmée par de nombreux témoins. Bien que ces révélations fracassantes aient été faites au cours des 4 semaines d'audience de 1999, la plupart des médias américains ne s'y sont pas intéressés. Les événements du 4 avril 1968 au motel Lorraine sont donc restés largement inconnus du public américain et du reste du monde. En tant que journaliste, je n'ai jamais eu aussi honte de ma profession. Aujourd'hui, près de 4 années plus tard, je suis encore plus atterré. Plus on regarde les faits, plus on regarde cet enregistrement, plus on se rend compte que les témoins impliqués dans cette affaire n'étaient pas de connivence. La plupart ne se connaissaient pas avant. Ils n'ont jamais été entendus par quelque organisation gouvernementale ou commission d'enquête que ce soit. La vérité se cache au cœur du fonctionnement du gouvernement américain et de certains de ses organismes. Si la vérité fait un jour surface, si les Américains voient un jour le procès de 1999 et entendent les témoignages des 70 témoins, ils seront certainement sidérés de voir ce que leur gouvernement est capable de faire. La vérité est si terrible que personne n'a le courage de la regarder en face ou de l'admettre. Parce qu'alors, il faudrait agir. L'ancien quartier général de la police de Memphis. Un nouveau témoignage confirme le fait que le meurtrier était un habitué des lieux. Un employé des services municipaux a fait une déclaration sous serment. Selon lui, l'assassin est un policier qui est encore en vie. Pour des raisons de sécurité, ce témoignage n'a pas encore été rendu public. Nous avons procédé lentement, par peur qu'il arrive quelque chose à cet homme. Il est déjà vieux, mais il travaille encore. Il a été assez obligeant pour se présenter à nous et nous raconter ce qu'il savait. Alors nous voulons le protéger. Le policier en question est un homme violent. Le témoin a dit dans sa déposition que lorsqu'il se levait le matin, il voyait l'agent de police assis dans sa voiture en face de la maison, ou posté quelque part qui le surveillait. Pendant des années, il en a eu très peur. Même si ce nouveau témoignage avait été présenté au tribunal de Memphis en 1999, on peut se demander si les médias américains l'auraient pris en considération. Il aurait sûrement rencontré la même indifférence que celle qui a prévalu pendant toute l'enquête du meurtre de Martin Luther King. Il n'y a pas eu de réaction notable suite à cela. Il n'y a pas eu de révolte. À dire vrai, les journaux ont boudé le sujet. Je ne dis pas qu'ils ont agi sous la contrainte. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ont tourné le dos à cette affaire. Ce procès n'a rien changé. Memphis, en revanche, a beaucoup changé depuis 1968. La ségrégation raciale a été officiellement abolie. Même dans les États du Sud, des rues, des écoles et des édifices publics portent le nom de Martin Luther King. Chaque année, le 15 janvier, un jour férié national célèbre la mémoire de l'une des personnalités les plus connues du pays. Mais son rêve d'une Amérique sans barrière de classe, ni de race, sans guerre ni pauvreté, semble n'être plus aujourd'hui qu'une petite note oubliée au bas d'une page de l'histoire des États-Unis.